au Mali. Ok. Et comme vous l'avez dit, j'ai vécu au Mali, j'ai fait mes études de pharmacie au Mali, donc j'ai vécu au Mali pendant 6 ans. Et en fait, je suis d'origine camerounaise, mais je m'identifie comme malienne parce que ma vie de jeune adulte, je l'ai connue au Mali, en fait. Et j'étais juste impressionnée par l'humilité, l'accueil et le panafricanisme de ce peuple. Donc, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, j'ai voulu crier, dire au peuple malien que nous sommes derrière eux. Peut-être on n'est pas là physiquement, mais on va soutenir le peuple malien du mieux qu'on peut. Qu'ils ne pensent pas qu'ils soient seuls, qu'ils soient forts et qu'ils sachent que nous sommes derrière eux. Je n'ai jamais vu un peuple aussi. Vous savez, au Mali, à l'époque, quand j'étais au Mali, en fait, on dort les portes ouvertes au Mali. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. C'est pour vous dire le niveau de sécurité qui existait dans ce pays à cette époque-là. Alors, quand vous dites qu'on va soutenir un peu donc le Mali, le fait que chacun reste dans sa maison pour dire qu'on va soutenir le Mali ne va pas arranger le problème. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire ou bien qu'est-ce qu'on doit faire afin de nous faire entendre, madame? Déjà, avec la marche qui va se passer pour le 22, le 22, la marche de la diaspora, même si je ne suis pas là, avec les réseaux sociaux, il faut qu'on montre, qu'on fasse gronder, qu'on fasse que le nom du Mali brille vite dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on rende cette marche-là virale. Donc, le 22, chaque membre de la diaspora africaine, qu'elle soit d'Afrique de l'Ouest, du Nord, peu importe, que cette diaspora-là mette un mot pour le Mali, de telle façon que ce mot Mali doit soit la tendance sur les réseaux sociaux déjà de un. Et de deux, j'invoque vraiment, peut-être s'il y a une organisation malienne ou bien même les autorités maliennes à s'adresser à la diaspora africaine et les amis de l'Afrique pour nous dire ce qu'il y a à faire. Parce que les gens comme moi, on essaie de se mobiliser. Est-ce qu'il faut trouver des fonds? On ne sait pas encore exactement ce qu'il faut faire parce qu'on attend aussi des signes peut-être du gouvernement malien, peut-être des organisations maliennes, de nous dire comment la diaspora africaine peut les soutenir. On a beaucoup parlé de la spécificité malienne, la fierté d'être malien. Vous avez vécu avec eux. Qu'est-ce qui rend ce Mali différent des autres peuples? Peut-être les Maliens ne vont même pas croire en ce que je dis, mais en tant que Camerounaise, vous savez, le Mali, le degré de corruption qui existe peut-être au Cameroun n'a rien à voir avec le Mali. Le Mali, je ne vais pas dire que le gouvernement était intègre, je ne sais pas, mais l'intégrité de ce peuple et l'amour que ce peuple a et la dévotion que ce peuple a pour sa patrie, en fait. Je vais vous raconter une petite histoire qui rend le Mali si spécifique. Quand j'étais à Bamako, une fois, je cherchais mon chemin. J'ai vu un policier en route et je lui ai demandé est-ce qu'il peut me renseigner. Non seulement le policier m'a accompagné où je devais aller, mais moi, en tant que Camerounaise, comme on a l'habitude de donner les 500 francs au policier, je sors un billet de 500, je lui donne pour lui dire merci. Il me dit non, tu ne peux pas prendre de l'argent, que c'est gratuit. Ça, j'étais blessée. Et moi, en tant que Malienne, quand je suis arrivée, j'avais 18 ans, nous, on allait à la présidence au temps de Alpha Omar Konaré, appeler. Vous vous rendez compte, moi, en tant qu'étranger, on me laissait appeler dans une présidence malienne. Ça, c'est la spécificité du peuple malien, un peuple humble et fort. Et j'ai foi. Le Mali sera la locomotive du train de la libération de l'Afrique. Donc, il faut qu'on soit tous derrière le Mali pour les soutenir. Et quel est le sentiment aujourd'hui que vous avez au moins de ces chefs d'État africains? Est-ce que c'est un sentiment de trahison à votre avis ou bien c'est un sentiment ou bien chaque pays veut se protéger en ce moment? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont déjà des imposteurs. Quel président? Président au sens de la définition de la France ou bien président des peuples africains? Qui a été élu de façon légitime là-bas? Ils ont quel poids? Ce ne sont que des marionnettes, ce sont des imposteurs, ils n'ont rien à dire. Et comme on dit toujours, à un malheur, quelque chose est bon. La CEDEAO veut assister le Mali va sortir de toutes ces organisations inutiles. Vous avez des fois, on dit que, j'ai écrit un livre, dans le livre, je dis que le racisme anti-noir est le plus cruel. Parce que quand le racisme vient des personnes qui ont la même couleur de peau que nous, c'est inimaginable. À ce moment où on parle de la pandémie de la COVID, où tout le monde doit se protéger, ils ont le toupet de venir faire ça à un pays. Ça veut dire qu'ils se foutent des gens depuis quand ils parlent de la pandémie. Faites-vous vacciner si on doit assister un pays comme ça. Ils sont illégitimes, ils ne représentent pas l'Afrique. Monsieur Ouattara qui parle, tout le monde sait que c'est son 3e mandat. Il représente quel Ivoirien? Moi, je pense que honnêtement, je ne suis pas une politicienne, mais peut-être qu'il est temps pour le Mali de sortir de ce pays-là et d'avoir sa monnaie. Mais la spécificité, c'est que c'est le choix du peuple.
Pour que quelqu'un envahisse le Mali, il devra monter sur chaque corps des Maliens. Et je sais la passion et la détermination que ce peuple a. Alors, que répondez-vous à ceux qui vous disent, qui vous diront que, bon, voilà, vous êtes ces intellectuels-là qui détruisent un peu l'Afrique puisque vous supportez un peu les coups d'État, le désordre que ceux qui sont actuellement au Mali ont fait pratiquement 2 coups d'État. Que répondez-vous par rapport à ça? Non, je n'appelle pas ça coup d'État. Je ne suis pas pour des coups d'État, mais au Mali, c'est un coup d'État du peuple. C'est très différent. C'est un coup d'État du peuple. C'est le peuple qui a fait le coup d'État contre ces dirigeants corrompus. C'est très différent. Ce ne sont pas des militaires qui s'asseyent là. Du moins, c'est l'impression qu'on a. Ce ne sont pas des militaires qui veulent s'asseoir là pour une gabégie, pour manger. Non, c'est le peuple malien qui, cette fois-ci, a entraîné le coup d'État. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Ça n'a rien à voir avec les coups d'État dont on a l'habitude dans les pays africains ou bien togolais ou ivoiriens. Tout ça sont des coups d'État. Mais la spécificité malienne, c'est que le peuple est derrière le Mali. Et le 14, ce vendredi, on verra qu'il y aura une mobilisation monstre qui montrera une fois de plus que le peuple est derrière son gouvernement et c'est tout ce qui compte. Alors, on vous aura certainement une autre fois où on parlera certainement de ce que vous faites par rapport au cancer, le combat que vous menez depuis longtemps par rapport au cancer donc, du sein chez la femme noire, mais de façon ramassée, peut-être en 30 secondes, vous pouvez vous présenter et puis présenter un peu votre travail. Oui, bien sûr. Donc, je suis chercheur de formation. Donc, j'ai fait mes études de pharmacie au Mali. Et puis, j'ai obtenu mon master et mon PhD en épidémiologie du cancer en France, à Lyon, au Centre international de recherche sur le cancer. Et après avoir fait une carrière académique où je travaillais sur le cancer du sein lié à l'ethnicité, maintenant, je travaille pour une compagnie pharmaceutique, mais je suis toujours consultante pour l'université. Donc, ma passion, entre-temps, c'est d'écrire des livres. Donc, j'ai un premier livre. Le titre, c'est « De mon cauchemar français à mon rêve américain, ma vie d'immigré légal ». Et dans ce livre, je rends hommage au peuple malien. Et le deuxième livre, en fait, c'est le cancer du sein chez les femmes noires, parce que c'est vraiment, toutes ces années d'études avaient pour but de servir et c'était vraiment un accomplissement de faire un livre qui parle de la spécificité des cancers chez les femmes noires. Quelle est la spécificité? En 30 secondes? Oui, en fait, voilà, les cancers. Donc, le cancer, déjà, ce n'est pas une maladie homogène, c'est une maladie hétérogène qui contient plusieurs sous-types moléculaires. Malheureusement, pour nous, les personnes de race noire, qu'on soit noir américain, noir caribéen ou noir africain, on a tendance à développer des cancers à des âges plus jeunes et des cancers de sous-types très, très agressifs. Donc, les mesures de dépistage qui sont appliquées dans les pays comme la France ou bien dans les pays africains où on demande de dépistage à 50, on n'est pas approprié pour le peuple noir. Il faut commencer le dépistage beaucoup plus tôt. Par exemple, pour les femmes, parce que le pic d'incidence est dans la quarantaine. Si on a un cancer dans la quarantaine, ça ne sert à rien d'aller se faire dépister à 50 ans parce qu'on aura eu le temps de mourir, entre autres. Mais je serais ravie de revenir sur l'antenne et d'en parler plus. Voilà, merci beaucoup. Alors, parlons donc du sujet. Alors, Iba Kamara, depuis l'Allemagne, vous êtes aussi un sachant comme madame, vous êtes aussi frustré, hein? Mais ça ne sert à rien que vous soyez en Allemagne, qu'elle soit aux États-Unis, que l'autre en Allemagne. Elle a fait déjà une proposition, une marche. Est-ce que la marche à elle suffit? Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu au-delà? Et selon vous, l'au-delà, là, c'est quoi exactement nous devons faire? Ou bien, est-ce que vous avez aussi une autre question pour madame? Je vais mélanger les deux ensemble, combiner les deux, je vais dire. Non, pas de question pour madame. J'ai écouté madame et ce dont elle parle, c'est-à-dire l'humilité et ce côté d'humanité assez poussé chez le Malien, quelque chose que je connais, que j'admire. C'est un côté qu'ils partagent d'ailleurs avec les Guinéens, qui sont des gens extrêmement accueillants. Contrairement aux pays d'Afrique centrale, l'étranger est très très bien accueilli de manière générale dans nos pays. Pour revenir à votre question, Jacques, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que la Guinée, par exemple, a fait le premier pas, celui de se montrer très solidaire avec le peuple malien, donc de maintenir nos frontières ouvertes et éventuellement de permettre aux flux commerciaux de se maintenir. Ça, c'est un premier pas. Je pense que nous, en tant que peuple, ce que nous pouvons faire à l'ère de la digitalisation et des réseaux sociaux, c'est effectivement
de médiatiser la problématique malienne le plus que possible et essayer de faire des ponts entre la génération consciente aussi de ces pays. Il ne faut pas du tout négliger le point que peuvent avoir les réseaux sociaux. Jacques, elles peuvent être porteuses d'initiatives qui peuvent faire bouger les choses. C'est extrêmement important. Sinon, je pense qu'il y a Kémy Séba, je crois que Madame en a parlé tout à l'heure, qui prévoit d'organiser une marche destinée à la diaspora. Je n'ai pas les dates en tête ou la date en tête ou le processus d'organisation de cette marche-là, mais je pense qu'il faut se mêler à la danse. Donc, deux choses à faire. Marche physique, oui, mais essayer aussi de contribuer à tout ce qui est organisation, réseaux sociaux et tout ça, qui aujourd'hui peut faire bouger les choses. Madame Dominique, qu'est-ce que vous pensez? Bonne chose? Tout à fait, tout à fait. Il est temps qu'on utilise les réseaux sociaux pour faire parler du Mali, en fait. Il faut qu'on montre au monde que l'Afrique est derrière le Mali et on veut que le Mali ait son destin en main. On en a marre. Ils ont créé des réseaux sociaux, on va les utiliser pour nous faire entendre, en fait. Donc, si on peut tous se mobiliser, et la marche que Kémy Séba a lancée, c'est pour le 24, je crois, le 22 ou le 24. Je pense que c'est un vendredi. C'est sur Facebook, en fait. Donc, si vous tapez Kémy Séba, c'est partout, en fait. Donc, il faut qu'à cette date-là, que tous les réseaux sociaux soient mobilisés, qu'on entende parler de cette marche, que chacun mette un maillot du Mali, que chacun mette la peinture, un truc qui a trait avec le Mali, quoi. Mais il faut que ça parle, en fait. Quitte à créer une pétition, il faut également qu'on crée une pétition, même s'il faut, avec 1 million de signatures. Je ne suis pas encore experte, mais je ferai tout ce que je peux pour qu'on entende parler du Mali et qu'on sache que toute l'Afrique est derrière le Mali, derrière le peuple malien. D'accord. Alors, Ibra, un autre point rapidement. Et puis, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres Africains qui veulent poser quelques questions à Madame avant qu'elle ne prenne congé. Nous avions demandé à peu près une trentaine de minutes. Je crois qu'on a. Alors, on va aller du côté de Lamine Condé. On parlera du dossier guinéen tout à l'heure. Lamine Condé, vous venez d'écouter Madame Dominique Sigogo. Et puis, Sigoko, voilà. Et puis, Monsieur Ibra Kamara par rapport au dossier malien. Est-ce que vous voulez faire un petit point? Vous avez une question pour Madame, une autre suggestion pour faire plier un peu la CEDEAO? Oui, Monsieur Jacques Roger, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Dominique. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet amour pour le peuple malien et je partage entièrement cet amour-là. Monsieur Jacques Roger, j'ai eu la chance d'avoir un ami malien. Bon, c'est un client, un jeune malien. Jacques Roger, ce que Madame dit, ça va au-delà de l'humilité des Maliens, de l'amour que les Maliens ont pour leur pays, aussi le respect qu'ils ont pour les autres Africains. C'est extraordinaire ce peuple-là. Alors, et vous avez interpellé Madame sur une question qui est très pertinente. Est-ce qu'il faut, il faut simplement rester dans le cadre des réseaux sociaux, ne pas descendre dans la rue tout. Mais vous savez, aujourd'hui, M. Jacques Roger, hier, les peuples descendaient dans la rue, cassaient, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les réseaux sociaux sont en train de remplacer les descendants dans la rue. Alors, vous avez dit, par exemple, ici, ou en Angleterre, dans ces grandes démocraties-là, ceux qui font les lois écoutent le peuple à travers les réseaux sociaux. Et après, ils prennent les décisions. Donc, aujourd'hui, il faut être un président comme Alassane Ouattara pour ne pas se rendre compte du sentiment de rejet des peuples africains face à cette CEDEAO-là. Donc, Alassane Ouattara, quelqu'un comme lui, ne va pas s'hasarder aujourd'hui à aller en Guinée, aller au Libéria, en Sierra Leone. C'est quelqu'un qui est totalement rejeté. Mais bon, il n'écoute pas les peuples africains. Mais quand il va en France, il écoute son petit-fils, Macron. C'est ça aussi le problème. Encore, moi, je suis solidaire au peuple malien. Merci. D'accord. Alors, Madame Sigogo, beaucoup de personnes parlent de la France, À un moment donné, on pouvait comprendre, mais là, c'est une décision africaine. Est-ce qu'on peut voir réellement la main de la France derrière?
Mais c'est quand même risible. Moi qui ne suis pas une politicienne vraiment, c'est évident que la France est derrière. Nous savons tout ça. Nous savons tous que c'est la France qui pilote toutes ces histoires. Juste que je vais prendre le président du Togo. Quel courage a-t-il, un dictateur, d'aller signer une telle chose? Il y a des intérêts. Je ne sais pas ce qu'on leur a promis, quelle menace a été faite. Et aussi, il faut savoir que M. Ouattara a un négo surdimensionné. Dites-vous qu'il est déjà là de façon illégitime, mais maintenant pour plaire à la France, parce qu'on peut le faire dégager à n'importe quel moment. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il se plie pour tout. Et pour encore la raison pour laquelle je pense que la France également derrière, c'est parce qu'à un moment, la population, une fois de plus, et grâce aux réseaux sociaux, grâce à Kémy Séba, pensait à pousser les gouvernements à sortir du franc CFA. Mais on a vu ce qui s'est passé avec M. Ouattara et M. Macron. Donc, c'est carrément impossible que la France ne soit pas derrière tout ça pour ses intérêts encore. Mais le peuple malien ne se laissera pas faire. Ibra Kamara, votre téléphone crache, c'est pourquoi j'ai été obligé de fermer votre mic. Mais est-ce que vous voulez intervenir par rapport après la réponse de madame, ou bien je prends un autre auditeur? Ibra? Non, je pense que, encore une fois, Jacques, je ne me suis pas beaucoup occupé des intérêts français au Mali, mais je pense qu'il serait intéressant de s'y atteler et on pourra certainement sortir des choses là qui expliquent cette même base de la France spécifiquement sur ce pays-là. Mais pour revenir à cette histoire des réseaux sociaux pour atteindre l'élite dans les pays occidentaux, je pense que ce qu'il faut surtout réussir à faire, c'est essayer d'initier très rapidement une espèce de pacte avec cette jeunesse blanche qui a souvent soif de justice à travers le monde, comme on l'a vu dans l'affaire Black, aidez-moi, la Black Lives Matter, où la jeunesse blanche, ce mouvement a été très porteuse parce que quelque part, il y a cette frange de jeunesse noire qui a pacté avec cette jeunesse blanche qui est très active et très écoutée par leurs dirigeants. Je pense que dans ce cas du Mali, il faudrait qu'on réussisse à initier une telle synergie et ça peut payer, Jacques. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, nous allons du côté donc de Paris, avoir des Africains qui sont de plus en plus aussi frustrés par rapport à la situation. Je vais aller du côté de Mangué. Je pense que vous avez une petite intervention, une question pour Madame Dominique Sigogo. Oui, bonsoir Jacques, bonsoir aux auditeurs de la grande radio Jacques Roger Show. Merci pour le service. Je voudrais faire une petite précision et poser en même temps la question à madame. Bonsoir madame. Je n'ai pas suivi l'intégralité de votre intervention. Je vous ai pris en cours de l'émission, mais j'ai cru comprendre qu'on pense forcément que la décision de la CEDEAO est pilotée par la France, ou du moins, il y a la main de la France derrière. Et moi, je me pose une question. La CEDEAO compte 15 pays. Les pays qui se sont réunis le dimanche pour prendre cette décision, il y en avait 13. Il n'y avait pas le Mali, il n'y avait pas la Guinée. Et parmi ces 13 pays, il n'y a pas que des pays francophones. Il y a 2 pays anglophones, il y a d'autres pays anglophones, mais surtout, je voudrais parler du Nigeria et du Ghana. Je demande à madame, est-ce qu'elle pense vraiment que le Nigeria et le Ghana ont besoin d'un avis de la France pour prendre une décision en Afrique de l'Ouest? Une très bonne question. Je crois que c'est une question que tout le monde se pose. Alors, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne faites pas la politique. Oui, en fait, je veux déjà préciser que dans le cadre du Nigeria, en fait, le président du Nigeria ne s'était même pas déplacé. Donc, c'était son vice-président, je crois, qui était là. Donc, c'est quand même assez différent de ce que les présidents, les dictateurs africains ont fait. Et dites-vous, si la France n'était pas derrière, pourquoi la France a amené le dossier à l'ONU? Si cela n'intéresse pas la France, bien que la France n'a aucune influence, pourquoi la France est allée porter le dossier à l'ONU? Pourquoi ce ne sont pas ces dictateurs qui l'ont fait alors, si cela n'intéresse pas la France? Dites-moi.
Oui, je pourrais vous répondre par rapport à ça. Hier, le président français avait une conférence de presse avec M. Charles Michel, qui est le président du Conseil européen. Ils ont tenu le même discours. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que la France qui supporte cette décision. Donc, faire croire aux gens que c'est la France qui est derrière, moi, je trouve qu'on se trompe d'adversaire, donc on se trompe de combat. On ne peut pas accepter. Moi, je suis d'accord. Les décisions, il faut que les Africains assument leurs décisions. Ils ont les mêmes intérêts malienne, et eux, au moins, ils sont oui. solidaires. Madame, ils sont très solidaires. La France, l'Allemagne, c'est blanc, bonnet blanc. Ils ont les mêmes intérêts. Je suis désolée. Ce sont des mêmes compagnies qui viennent piller l'Afrique. Ils ont besoin d'être solidaires. C'est nous, les Africains, qui devons apprendre à être solidaires et à ne pas flancher. C'est ça la différence. Et le problème vient du fait que ces présidents ne sont pas démocratiques, comme disons, ne sont pas élus par leur peuple, en fait. Donc, du coup, il y a une déconnexion entre ce que le maître veut et ce que le peuple veut. Vous pensez que si la France va faire une intervention, elle a besoin de l'Europe. C'est normal que tous se mettent d'accord. Ce sont quand même les énergies africaines qui font vivre ces pays-là. Ils ont intérêt à se mettre d'accord. Madame, je suis d'accord avec vous. Il y a Charles de Gaulle qui disait que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc, il revient au peuple africain de s'assumer, de voir quel est l'intérêt des Africains. C'est pourquoi moi, je me demande, aujourd'hui, la junte malienne a fait 18 mois déjà au pouvoir. Imaginez rajouter 5 ans à cela. Ça fait 6 ans et demi, ils sont au pouvoir. Plus qu'un mandat d'un président démocratiquement élu. Est-ce qu'on est capable d'accepter cela? Moi, je suis d'accord, le cas malien et le cas guinéen sont différents. Le Mali est dans une situation un peu plus critique que la Guinée. Il y a la sécurité qu'il faut assumer, mais on ne peut pas donner carte blanche à une junte de faire 6 ans et demi au pouvoir, sachant qu'à chaque fois qu'il y a une transition dans les pays, après la transition, l'économie de ce pays prend un bon coup parce qu'il y a la gabégie comme pas possible. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes en train de demander à ce que la France quitte le Mali. Moi, je suis d'accord. La sécurité d'un pays, c'est le rôle des dirigeants de ce pays. Il ne revient pas à un étranger d'assumer la sécurité des Maliens. Mais si on demande aux Français de partir, en même temps, on demande aux Russes de venir, qu'est-ce qu'on veut? On veut changer de maître ou on ne veut plus être esclave? Il faut faire un choix. D'accord, vous avez compris. Si on veut que la France quitte et que la Russie vienne, il ne faut pas dire maintenant qu'on ne veut pas d'Occidentaux. Ibra, est-ce que vous voulez faire un petit point avant que Mme Sitogo ne réponde à ça, Ibra? Je peux rebondir? Oui, je pense... Alors, Jacques, Une minute. Je pense que... Doucement, patientez-vous. J'ai ouvert votre micro, mais soyez patient. Allez-y. Oui. Jacques, je pense que Mengue vient de toucher le nerf de la problématique. Je crois très profondément qu'il y a des enjeux que nous, lambda, nous ne maîtrisons pas, qui sont certainement d'ordre géostratégique. C'est-à-dire que le Mali, ces derniers temps, de par son positionnement, donc prendre du recul vis-à-vis de la coopération française et plutôt coopérer avec les Russes. On a entendu parler d'une milice russe qui serait présente au Mali et qui... Wagner. Wagner, effectivement. Je pense que ce sont des coopérations qui font reculer la présence de la France au Mali, et ça, la France n'est pas prête à tolérer cela. Je pense que c'est entre autres le prix que paye cette junte-là. Je crois ce que Mengue dit, c'est vrai que la junte a manqué un peu de tact. Je crois que vouloir d'une transition de 5 ans, c'est beaucoup trop. C'était une proposition. Parce que lors d'une transition... C'était pas faire, mais c'était une proposition. Pardon? C'était une proposition, mais c'était pas aussi faire. Bon, c'est sans doute une proposition, Jacques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une transition de la sorte n'est pas très bénéfique pour un pays qui veut avancer, parce que lors d'une transition militaire comme ça, on fait beaucoup de surplace. Il faut comprendre, et c'est l'arme des pays comme la France,
les budgets de fonctionnement de nos pays, une grande partie, 30 à 40%, est issue de l'aide au développement. Et c'est par cet outil-là que des pays tels que la France tiennent nos pays. Donc, vous obéissez, on vous coupe une grande partie de votre budget de fonctionnement. Le fameux BND, Budget national de développement, est fait et la plupart du temps donné un geste venu de ces puissances-là, Jacques. Madame Dominique Sigogo. Oui, déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec les analyses qui sont faites. Dites-vous qu'une nation ne se construit pas en un jour, une nation ne se construit pas en 5 ans, 6 ans. Si le peuple malien soutient la jeune, c'est ce que vous appelez la jeune, moi j'estime que c'est le gouvernement du peuple, c'est tout ce qui compte. Si le peuple malien veut que ce gouvernement dure pendant 10 ans, c'est tout ce qui compte. Et dites-vous que je ne suis pas forcément d'accord que les Russes soient là, parce que c'est clair qu'ils ont les intérêts, mais vous voulez que le Mali fasse quoi? C'est progressivement qui vont probablement trouver d'autres arrangements, peut-être avec la Russie, je ne sais pas, et peut-être potentiellement être autonome, mais ça ne se fait pas au bout de 2 ans ou de 1 an. Et dites-vous que moi, il faut vraiment que l'Afrique commence à faire la coupure avec ce qu'on appelle la démocratie à l'occidental et qu'elle trouve la démocratie à l'africaine qui marche avec son peuple. Maintenant, on utilise des mots de jeunes, de démocratie. Tous ces gouvernements démocratiquement élus comme celui de la Côte d'Ivoire, ou bien ils ne sont pas toujours des pays pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Quel pays est devenu un pays riche parmi tous ces gouvernements démocratiquement élus? Le Mali sera vraiment l'exemple de l'Afrique. Ils vont créer leur démocratie à l'africaine, adaptée au peuple malien, et ça prend du temps. Si le peuple malien a décidé que ce gouvernement doit durer 10 ans et que le peuple est derrière ce gouvernement, où est là le problème? Laissons la démocratie à l'occidental et laissez le Mali choisir son destin et soutenons le Mali. Je reste convaincu qu'il y aura un arrangement, que l'année va se refaire et l'année sera autonome, mais je reste complètement convaincu que les intérêts maliens désormais passeront en premier. Ousmane Ba, est-ce que madame ne met pas quand même un seul point? On dit le pouvoir du peuple par le peuple. Et si le peuple décide, est-ce que ce n'est pas ce qui compte? Est-ce qu'on a forcément besoin donc de parler de démocratie? Si le peuple décide d'aller 10 ans, où est le problème? Qu'est-ce que vous en pensez, Ousmane Ba? Jacques Roger, bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir donné l'opportunité. Je ne suis pas d'accord avec madame. Et puis, madame, je vais vous dire de façon très claire, vous n'êtes pas en train de faire des analyses qui sont correctes. Parce que quand une situation se pose, vous insérez votre passion ou bien votre vie personnelle dans un sujet. On va aller à la question, Ousmane. On va aller à la question. Ousmane, on va à la question. Parce que là, vous commencez à faire... S'il vous plaît, on va à la question. Ousmane, nous allons focaliser sur le sujet. S'il vous plaît. Attendez, c'est moi qui contrôle l'émission. C'est moi qui contrôle l'émission. Souffrez un tout petit peu. Voilà, nous avons un sujet. Vous donnez votre point de vue. Madame donne son point de vue. C'est ça aussi la liberté. Vous n'êtes pas d'accord? Donnez votre point de vue, apportez la contradiction, on avance comme Mangué l'a fait. Non, c'est une petite remarque. Non, on n'a pas besoin de la remarque. La remarque n'est pas pertinente. Allez-y. Donnez votre point de vue par rapport au sujet. Si vous avez une question pour elle. Mon point de vue ici, le sujet, c'est sur le Mali. La décision de la CEDEAO, ce n'est pas comment Alassane a été élu, Alassane est mal élu, ou bien la France. Regardez ce qui se passe au Mali. Pour faire l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, nos pays africains, là, on a hérité nos frontières par rapport à la colonisation. À l'indépendance, lorsqu'on a créé l'Union africaine, l'une des premières décisions de l'Union africaine, c'était quoi? C'est maintenir les frontières issues de la colonisation. Parce qu'en Afrique, on avait des empires et puis des royaumes. Imaginez si on n'avait pas respecté cette décision, chaque peuple allait demander son propre pays. Le peuple touareg, quand j'entends des gens dire « libérer le Mali », on libère le Mali dans les mains de qui? Les Touaregs sont des Maliens, les Peuls sont des Maliens, ce n'est pas les Bambara qui détiennent le Mali. Aujourd'hui, on accuse la France. Lorsque les Touaregs ont considéré qu'il allait descendre, prendre le pouvoir central à Bamako, parce que c'est leur pays, c'est les Français qui ont intervenu pour les bloquer. Donc la France ne devait pas les... Ousmane, attendez une minute.
on n'aura pas assez de temps avec madame. Si vous voulez qu'elle réponde à votre préoccupation, soyez très laconique et puis peut-être on aura les commentaires un peu plus tard. Je vais finir en disant ceci. Moi, je ne soutiens pas la junte au Mali. Je soutiens la position de la CEDEAO. Nous n'allons pas permettre à des gens de prendre des armes, de prendre le pouvoir et puis le confisquer. Aujourd'hui, on parle du peuple malien. Mais le peuple malien doit comprendre aujourd'hui qu'il y a des militaires maliens qui ne peuvent pas se battre avec 400 personnes, mais qui veulent venir prendre le pouvoir du peuple. Parce que c'est ce que les militaires sont en train de faire. Si vous êtes militaire, vous n'êtes pas capable de vous battre militairement contre des rebelles pour libérer, pour mettre la décision centrale du gouvernement, mais vous êtes quand même, comme vous avez des armes, vous pouvez rester à Bamako, confisquer le pouvoir du peuple malien. Nous ne sommes pas d'accord. Merci Ousmane. On vous a parfaitement compris. On vous a compris Ousmane. Je vous ai compris. On vous a compris Ousmane. D'accord. Alors, je vais fermer votre mic. La position de la CEDEAO. Alors, je vais fermer votre mic. Je crois que bon, voilà, on va fermer votre mic. Alors, ce qu'on va faire, cher ami, avant que madame ne donne son point de vue, on va prendre 3 ou 4 points des auditeurs. 1 minute chacun. Et puis, madame va donner son mot de fin et puis on aura la possibilité de venir aux commentaires un peu plus tard. Voilà. On va prendre quelques auditeurs pêle-mêle. Voilà. On va aller du côté Aboubacar Diaby en 1 petite minute. Faites votre point. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, madame. Madame, on soutient votre idée. On soutient, nous sommes avec vous. Madame, problème malien, c'est un problème d'occupation ou bien c'est un problème de la démocratie ou bien d'élection. Si c'est un problème d'élection, Ibeka a été élu, c'était un civil. Est-ce que Ibeka a réglé le problème malien? Si c'est un problème de la démocratie, la Côte d'Ivoire, c'est un pays démocrate, Togo, c'est un pays démocrate, alors quel est le problème? Pourquoi cette sanction? Merci, madame. Bon, c'est une bonne question. Bon, madame, je vous permets de répondre à cette question avant de prendre notre auditeur. Merci pour la question. En fait, le Mali a un problème, disons, c'est un problème à tous les niveaux. Et j'aimerais encore, je ne vais pas m'associer à ce thème de démocratie. C'est quoi la démocratie, franchement? Ça sert à quoi si on a une démocratie et quand ça ne profite pas au peuple? Donc, je ne peux même pas utiliser ce mot de démocratie, spécialement quand on parle des présidents comme ceux de la Côte d'Ivoire ou même celui du Cameroun. Ce ne sont pas des démocraties. Mais je dis encore, le problème du Mali, comme dans beaucoup de problèmes africains, est complexe. La seule différence entre le Mali, par exemple, et mon pays d'origine, le Cameroun, c'est que le peuple malien a décidé de prendre son destin en main et le peuple malien doit écrire son histoire. Si le peuple malien permet, avec le soutien, le gouvernement malien, avec le soutien du peuple, permet de réunir tous les Maliens comme avant, parce que les frontières, par exemple, on ne va plus les refaire, mais permet de créer l'harmonie de telle façon que le Mali redevienne le Mali homogène qu'on a connu, le Mali aimable qu'on a connu, ce serait gagné. Ce n'est que ça qui compte. Dès qu'on a la sécurité d'un peuple, maintenant, ils vont établir leur démocratie. Je pense que leur préoccupation première, là, maintenant, c'est de sécuriser le pays. Tant que le pays n'est pas sécurisé, tout ça, ça ne sert à rien. Et le Mali va créer sa propre démocratie adaptée à ses besoins. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce point-là. À ces réalités. Alors, Ousmane Sissoko, lui, là, New Jersey. Rapidement, allez-y, vous avez une petite minute. Hein. Allez-y. Merci beaucoup, Jacques. Je salue notre grande sœur. Moi, ma question, je voudrais savoir, lorsque la junte militaire malienne, ils ont fait un coup d'État, c'est eux-mêmes qui ont allé dire à la CEDEAO qu'ils vont organiser les élections 18 mois. Après, ils ont écrit à la CEDEAO qu'ils sont incapables d'organiser les élections. Après encore, ils demandent à la CEDEAO, ils veulent rester pendant 4 ans. Mais comment madame trouve cette position de cette junte militaire, une position différente de gauche à droite, madame? Oui, en fait, moi, je pense que le pouvoir du peuple, excusez-moi une fois de plus, moi, je suis africaine et je ne vais pas utiliser des mots péjoratifs du dictionnaire occidental. Moi, je pense que le pouvoir du peuple actuel, je pense vraiment qu'ils étaient de bonne foi en disant qu'ils pouvaient organiser les élections dans les 18 mois. Et je pense qu'ils avaient même foi au peuple, aux gens qui devaient peut-être assumer cette transition-là. Mais ils se sont rendus compte des réalités, ils se sont rendus compte du degré de la corruption, du degré de non-loyauté que les dirigeants qui ont l'habitude de diriger le Mali sont capables. Donc, il faut vraiment, c'est une période où il faut vraiment, moi je peux dire, assainir les mentalités, laver tout ce qui est mauvais
dans l'ancien gouvernement et changer les mœurs pour que le patriotisme soit là. Je pense qu'au bout de 5 ans, s'il commence à nettoyer tout ce qu'il faut nettoyer et que le Mali redevienne frais et que la priorité soit la patrie, je pense qu'il y aura des élections transparentes, il n'y aura plus de problème. D'accord. On aura la possibilité d'aller aux commentaires tout à l'heure. Monsieur Kokora, on n'aura pas le temps pour votre commentaire maintenant. Si vous avez une petite question, une petite minute, on aura le temps d'avoir le commentaire tout à l'heure. En une petite minute, si vous avez une question ou bien une petite... Voilà, j'ai rapidement une question parce que mon commentaire, bon, comme vous le refusez, mais donc je vais poser une question. Madame, dans son analyse, a directement accusé la France et tous ceux qui sont passés avec Ibra et autres ont accusé la France d'être derrière la décision de la CEDEAO. Alors, une semaine avant la réunion, le sommet des chefs d'État, les États-Unis d'Amérique ont retiré le Mali, la Guinée et l'Éthiopie, donc de l'AGOA, African Growth Opportunity Act. Et le mardi, les États-Unis d'Amérique ont produit un communiqué pour saluer la décision donc, des chefs d'État de la CEDEAO et a même insisté que la CEDEAO puisse prendre des sanctions supplémentaires pour imposer donc, une élection à la junte militaire. Alors, est-ce qu'elle veut nous dire aussi là que la France a dû manipuler les États-Unis d'Amérique pour qu'ils puissent prendre de telles décisions? Merci. Madame Jacques, si je peux intervenir. Non, une minute, attendez. Madame va finir, vous allez faire votre point. Allez-y, madame. J'aimerais déjà dire que pour que l'Afrique de demain soit en marche, il faut déjà qu'on soit respectueux. Le monsieur a pris le micro et a dit bêtement, bon, il est libre, mais s'il veut représenter les valeurs africaines, ça commence à être propre dans sa bouche, de un. Et de deux, vous n'allez jamais voir les Occidentaux en désaccord en ce qui concerne l'Afrique, car c'est leurs intérêts d'abord. Ils ont besoin d'être soudés dans tout ce qui se passe. Demandez un peu, il y a une petite histoire, par exemple. Quand les États-Unis ont aidé la France pendant je ne sais pas quelle guerre et que les États-Unis ont proposé à De Gaulle d'avoir le dollar comme monnaie, De Gaulle a bien dit non. C'était un désaccord là-bas parce que ça n'allait pas dans les intérêts de la France. Il faut que toutes ces puissances-là occidentales seront toujours d'accord en ce qui concerne l'Afrique parce qu'ils regardent leur intérêt en premier. Et c'est à nous, les Africains, de regarder notre intérêt en premier et d'être solidaires. Et ça ne pourra que marcher quand c'est le peuple qui aura choisi. Et je partage votre point de vue. Juste une dernière chose, cette démocratie, etc. Une fois de plus, le fait qu'on ait sorti l'Éthiopie de l'organisation, ça nourrit quel peuple? Ça nourrit quel peuple? Ça a sorti quel peuple de la misère? Donc, à la limite, on s'en fout de ces organisations-là. Ibra, vous le faire un petit peu rapidement? Oui, Jacques, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ce que Madame dit, c'est assez profond. Et il faut en tenir compte. Mon seul point de discorde avec Madame, je voudrais juste lui signifier qu'il n'y a pas de démocratie à l'africaine ou de démocratie à l'occidentale. Il y a une démocratie qui a des normes et quand vous les suivez, on vous taxe de système démocratique. Mais le problème qu'on a de manière générale dans nos pays, c'est que la démocratie a des agrégats, à des repères. Et quand ces conditions ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas avoir une démocratie fonctionnelle. C'est très difficile d'avoir une démocratie fonctionnelle quand on a un taux d'analphabétisation de 80%. Voici nos problèmes. Le Mali est le prototype d'un pays qui a un problème d'hommes. Vous avez eu des gens qui sont passés là-bas, comme les Modibo Diarra, qui a fait la NASA, brillants scientifiques, etc., qui ont été incapables de structurer la démocratie malienne. Là en est le problème. Tant que nos problèmes ne seront pas réglés à la base, c'est-à-dire un système éducatif qui est capable de créer des hommes, et des hommes qui sont capables de faire asseoir cette histoire de nation building, de fondation de nation. Parce que jusqu'à présent, on est encore à cet état-là. On vote, nos démocraties pondent des gens qui sont plus occupés par leur ego qu'à structurer une vraie nation dans le vrai sens du terme. Je pense que là est le problème, Jacques.
D'accord. Et madame a parfaitement raison, c'est-à-dire que ah oui, l'amalgame que la plupart font, comme M. Pokora l'a dit tout à l'heure, les États-Unis, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce sont des condamnations de principe. Les États-Unis s'opposent à des coups d'État de manière générale, donc ils ne font que condamner leur vision ceux qui vont à l'encontre de leur vision du monde. Il ne faut pas mélanger ces choses-là. L'AGOA, vous savez combien l'AGOA a apporté à la Guinée, M. Pokora, pour l'année 2021? Moins de 250 000 $. Mais c'est une blague, ces choses-là. Ça ne nous apporte absolument rien. Il faut que les Africains se recentrent sur eux-mêmes et qu'ils puisent au fond de eux leur puissance. Nul ne connaît mieux que les Africains eux-mêmes ce qui est bon pour les Africains. Ceci ne vient pas de moi, ça vient d'un politicien français, Philippe de Villiers, qui le disait cette semaine. D'accord. Alors, rapidement, le bon Barry, votre question courte, une petite minute. On aura des commentaires tout à l'heure. Alors, pour madame, allez-y, notre ami de New York, allez-y. Oh, bon, monsieur Jacques, je n'ai pas de questions. Je reviendrai pour faire un commentaire après. Ben, si vous voulez, pour faire votre commentaire en une petite minute, si vous voulez. Hein, vous avez une petite minute. En fait, j'avance dans le même sens que la dame, hein, que je dis déjà bonsoir. Je crois que le problème n'est pas sur la durée même de la transition, mais c'est ce que le peuple malien veut faire de cette transition. Parce que moi, j'ai longtemps fouillé en ce qui concerne les transitions en Guinée, en Afrique, et j'entends beaucoup de politiciens dire qu'une transition courte, c'est une transition qui réussit. Ce n'est pas du tout le cas. Imaginez que le Ghana avait fait Rawlings, avait pris le pouvoir en une transition courte, il a donné le pouvoir aux civils. Après, il a fallu qu'il revienne. La même chose au Nigeria. J'ai oublié son nom, il a fallu qu'il passe 4 ans au pouvoir pour changer. Mais la question aussi n'est pas sur la durée. Mais je crois que je sens qu'il y aura une représentation au niveau de la CEDEAO, mais la décision n'était pas la bonne. Il fallait laisser le peuple malien eux-mêmes décider de l'avenir ensemble. Maintenant, pour le cas on aura la possibilité, vous avez une minute, voilà, tout à l'heure, on viendra dans le commentaire. Hein, voilà. Alors, rapidement, je vais prendre une dernière question, madame, et puis vous allez répondre pour votre mot de fin. Rapidement, Lamine Touré, vous avez aussi une petite minute, soit un petit commentaire, ou bien vous avez une question en une minute, rapidement. Voilà, non, rapidement, bonsoir à vous, bonsoir à votre invité, bonsoir à tous les auditeurs. Est-ce que, à travers l'intervention de votre invité, c'est-à-dire, je pense qu'on rentre dans une sorte d'anarchisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Des gens peuvent se lever, faire un coup d'État parce qu'on estime que c'est le peuple. Mais elle dit que est-ce qu'ils ne sont pas est-ce qu'ils ne sont pas dans l'anarchie aujourd'hui en ce moment-là, puisqu'il n'y a plus de normes? On accepte les coups d'État, on accepte les troisième mandats, tout ça. Est-ce qu'il y a quand même, on parle d'ordre, est-ce qu'il y a vraiment d'ordre en ce moment-là? Ah non, quand ils le font, au moins, ils le font par rapport à des textes et il y a au moins un conseil constitutionnel qui vient de valider cela. Bon. Mais quand elle dit qu'elle ne veut pas de démocratie à l'occidental, il faut venir à l'occidental, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire démocratie à l'africaine? On peut parler de la démocratie à la chinoise. La démocratie à la chinoise marche quand même, la démocratie, puisque la Chine sera bientôt la première puissance économique du monde. Donc, est-ce que la démocratie chinoise ne marche pas aussi? Oui, mais la démocratie chinoise, mais il y a des gens qui sont élus, qui élisent même le président de la République. Voilà, mais justement, c'est à la chinoise, c'est ça? Voilà. La démocratie à la chinoise. Voilà, c'est la Chine. Mais elle, quand elle dit que c'est le peuple malien qui est, qui est d'accord avec ce coup d'État. Mais comment est-ce qu'elle quantifie cela? Et a-t-elle fait un sondage? Comment est-ce qu'on peut savoir? Ceux qui sont sûrs, qui ne parlent pas, est-ce qu'elle connaît leur opinion? D'accord. On vous a compris, Lamine Touré. On vous a compris, Lamine Touré. On vous a compris, on reviendra dans les commentaires tout à l'heure. Alors, est-ce que je crois qu'on va permettre, on va libérer madame. Alors, madame, vous avez quelques questions, vous répondez, puis votre mot de fin, ça a été... oui. Voilà, allez-y. Vous savez, il faut souvent être anticonformiste pour trouver sa voie. Nous, on est habitués à la démocratie occidentale. Dites-vous que la France a connu des révolutions pour être où elle est là. Et c'est autour du peuple malien. Depuis que le gouvernement du peuple est là, il y a eu quelle exaction? Il y a eu quelle anarchie? Le Mali va écrire ce qui lui convient. Le Mali ne fera plus le copier-coller de ce qui se passe dans les pays occidentaux. Le Mali va écrire, tracer et dessiner ce qui lui convient et ça prend du temps.
Le Mali va créer sa propre démocratie et le Mali sera une référence dans 10 ans, 20 ans. On va dire, voilà la démocratie à l'africaine que le Mali a créée. Ça n'existe pas encore, mais c'est une vision et ça se fera. Pour mon mot de fin, je dis encore réitérer mon soutien. Une fois de plus, je parle du peuple malien. Si le peuple malien soutient cette junte à la grande majorité, parce que je comprends que ce n'est pas tout le monde qui soutient ce gouvernement actuel, mais la grande majorité soutient le gouvernement actuel. Moi, je me tiens derrière le peuple malien et j'espère que les autorités maliennes ou les amis du Mali vont dire à la diaspora comment se tenir, comment agir pour les soutenir, parce que le Mali doit réussir et le Mali doit s'en sortir. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup. Voilà, le Mali doit réussir et le Mali doit s'en sortir. Le mot de la fin de Madame Dominique Sigogo. Avant de prendre une autre réaction, on va écouter Alpha Blondy, qui était très indigné par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Alpha Blondy et je voudrais ce soir prendre la parole pour m'indigner de la décision des sanctions qui ont été prises contre le Mali et les Maliens. Je voudrais m'adresser singulièrement à tous les présidents de la CEDEAO. Ces sanctions que vous avez adoptées contre le Mali est un aveu de votre impuissance. Les Maliens n'ont pas à être victimes de votre incapacité à trouver une solution aux problèmes djihadistes auxquels le Mali fait face. Depuis, votre réaction, on dit en anglais, vous avez overreacted. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, vous n'avez pas eu cette réaction aussi violente, aussi radicale. Vous aurez du mal à faire comprendre aux gens que c'est la France qui vous a dicté cette attitude par rapport à son problème avec le Mali et Wagner. Vous aurez du mal. C'est très maladroit de votre part. Les Maliens n'ont pas à payer le prix de votre incapacité à gérer un problème africain, un problème domestique. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a prononcé hier, 9 janvier 2022, des sanctions contre le Mali lors du sommet d'Accra. La lecture des communautés de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que des efforts des autorités de la transition aient été ignorés. Mes chers compatriotes, l'heure est au rassemblement de tous les Maliens sans exclusif pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Nous mesurons la gravité de la situation. Il revient à chacun de taire les divisions, de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation. Mes chers compatriotes, nous avons tenu les assises nationales de refondation afin de recenser l'ensemble de vos préoccupations pour bâtir un Mali nouveau. À cette occasion, je m'étais engagé à transmettre à la CEDEAO les conclusions assorties d'un chronogramme des élections. C'est dans ce cadre que j'ai dépêché une mission interministérielle le 31 décembre 2021 auprès du président de la conférence des chefs d'État pour expliquer notre démarche. Mes chers compatriotes, l'histoire sociopolitique de notre pays nous a prouvé à maintes reprises qu'il nous fallait impérativement revoir en profondeur notre système afin d'éviter un éternel recommencement. C'est cela que nous avons tenté de faire comprendre aux chefs d'État de la CEDEAO, car le Mali est un pays pour qui l'intégration africaine vaut la renonciation à une partie de son territoire. Il est donc temps pour nous, chers Maliens, de nous retrouver
de nous renforcer afin de pouvoir exister en tant que nation, exister dans toute notre diversité. Mes chers compatriotes, je vous demande de rester calme et serein, car nous avons fait le choix d'être sincères afin de prendre notre destin en main, en forgeant notre propre voie. Gardons à l'esprit que le chemin qui mène au bonheur est une voie dure et très dure. Toutefois, avec courage et dévouement, nous allons y arriver. Telle est l'essence de notre hymne national. La CEDEAO et l'UEMOA se sont assumés, nous en ferons autant. Nul besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens que nous sommes. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDEAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé n'a jamais failli. Nous appelons la CEDEAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération. Mes chers compatriotes, j'ai bien conscience des inquiétudes quant aux conséquences de ces mesures, mais je tiens à vous rassurer que des dispositions sont prises pour faire face à ces défis et que les actions d'approvisionnement se poursuivront. Mes chers compatriotes, depuis que nous avons pris nos responsabilités face à notre destinée, nous avons toujours œuvré pour le bien-être de l'ensemble des populations maliennes dans toute leur diversité et nous continuerons à nous y atteler. Maliennes, Maliens, je ne saurais terminer sans vous exhorter à davantage de solidarité et de résilience face aux nombreux défis de l'heure. Ensemble, nous bâtirons le Mali de demain. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Voilà une réaction très patriotique, voilà, du chef d'État malien, voilà, Monsieur Assimi Goïta. Voilà. En l'écoutant Assimi Goïta, je comprends réellement la passion des Maliens et surtout de la malienne Madame Dominique Sigogo. Voilà. Alors, nous allons donc revenir un peu aux commentaires. Je ne sais pas si Madame nous a déjà quittés. Voilà, elle nous a déjà quittés. J'avais voulu avoir. Voilà, alors, Madame, est-ce que vous voulez réagir? Vous venez d'écouter votre président, c'est clair, si vous êtes malienne aussi. Voilà. Je comprends réellement votre passion en écoutant le président. Hein. On a l'impression qu'ils ont déjà un plan, ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut donner sa chance. Surtout qu'une fois de plus, le peuple est avec son gouvernement et c'est tout ce qui compte. Il faut donner sa chance et soutenir parce que c'est vraiment historique ce qu'on fait. On ne peut pas se mettre à taper, à critiquer. Un an, c'est quoi? Ce n'est rien du tout. Accompagnons-les et voyons les résultats parce que le Mali sera l'exemple pour l'Afrique. Le Mali sera l'exemple pour l'Afrique. Merci beaucoup, Madame, et surtout portez-vous bien. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Alors, vous êtes donc toujours à l'écoute